une contrée en proie à la guerre, se dresse un prince roumain. Son nom, Dracula, vient du nom de son père. En roumain, il signifie dragon. C'est lui qui a inspiré le célèbre personnage de fiction de Bram Stoker. Son action a été saluée à travers toute la chrétienté pour sa résistance face aux Turcs. Vlad Tepes, de son vrai nom, s'est fait connaître dans toute l'Europe pour son courage et son insatiable cruauté. Il était uniquement motivé par un besoin de survie et de domination. Il avait régulièrement recours à la torture. Surnommé après sa mort l'Empaleur, en référence à son mode d'exécution favori, on dit qu'il ébouillantait, désarticulait et mutilait ses ennemis sans hésiter. Mais Vlad Dracula n'est pas qu'un despote sanguinaire. C'est également un grand constructeur. Il fait ériger de gigantesques palais et fonde la ville qui deviendra la capitale de la Roumanie. C'est également lui qui fera bâtir l'un des plus impressionnants nids d'aigles de l'époque. Aujourd'hui, grâce à l'imagerie digitale moderne, nous allons faire renaître les châteaux de Dracula. La Transylvanie est l'une des régions les plus reculées d'Europe. Blottie au cœur des Carpates, elle est entourée de mystères et de légendes. Il a fallu qu'on brode autour de toute cette dimension fantasmagorique de la Transylvanie, les châteaux en ruine, les vampires. Il ne nous reste que très peu de choses de cette époque. Bram Stoker a choisi la Transylvanie, devenue aujourd'hui région frontalière de l'Union européenne, comme toile de fond pour son œuvre de fiction racontant la vie inquiétante du comte Dracula. Mais avant les années 70, peu de gens savent qu'il s'est inspiré d'un personnage réel. Oubliez Hollywood et les histoires de vampires. Le véritable Dracula était un homme d'une cruauté extraordinaire, mais également un meneur d'exception. Vlad Dracula évoluait dans un univers de violence et de cruauté. Même les despotes les plus sadiques le considéraient comme un barbare. Si l'on en croit la légende, il aurait éviscéré lui-même une de ses maîtresses enceintes et amputé le nez de plus de 24 000 ennemis en trophée. Les dirigeants les plus sadiques et les plus tordus considéraient Vlad III comme un fou furieux. Ce personnage reste encore une énigme. Était-il un guerrier déterminé ou un psychopathe? Je pense qu'il agissait en fonction de son temps. Il a commis ses actes pour la bonne cause. Nous allons tenter de lever le voile sur un univers dont il ne reste presque plus rien. Les traces écrites de cette époque sont rares. En comparaison avec les découvertes réalisées sur les grandes civilisations antiques, on ne sait rien de la vie de Dracula. Grâce à des indices précieux et aux possibilités inouïes de l'imagerie informatique, nous allons faire revivre les palais et les châteaux pour les découvrir tels qu'ils étaient au temps de Vlad III. La technologie moderne nous a permis de mieux interpréter les indices pour nous plonger dans le passé, explorer ces lieux depuis l'intérieur et comprendre comment ils ont été érigés sans même avoir à les reconstituer. C'est une méthode de travail bien plus rapide et pratique. La piste commence sur le lieu de naissance de Vlad, une ville fortifiée blottie au cœur de la Transylvanie,
Sigishoara. Un certain nombre d'indices ont été relevés dans l'une de ses plus vieilles demeures. C'est dans cette maison, en 1431, que le prince Vlad Dracula serait né. Cet édifice a considérablement évolué depuis le XVe siècle. À l'époque, elle devait être construite de plein pied. La partie supérieure a été rajoutée au cours du XVIIe siècle. Elle ne ressemble plus à celle qui a vu naître Vlad. Voici à quoi aurait pu ressembler le lieu de naissance de Dracula. Une demeure sans étage, bâtie au cœur d'une citadelle, dépourvue des commodités les plus élémentaires. Ces murs en pierre massive indiquent la nature première de ces édifices, la sécurité. Sigishoara était l'une des villes les mieux fortifiées de Transylvanie. On peut encore deviner les imposantes murailles qui la protégeaient au temps de Dracula. On voit ici ce qui reste de l'enceinte. Des tours défensives étaient érigées à intervalles réguliers. Celle-ci est l'une des plus élaborées. Par endroits, ces fortifications pouvaient dépasser les 3 mètres d'épaisseur. Elles empêchaient tout ennemi de s'introduire en ville. Les cavités situées en haut des tours sont des machicoulis. Ils servaient à verser de l'eau bouillante, du plomb ou des cailloux sur les assaillants. Un peu plus haut, on distingue les meurtrières. Sigishoara était l'une des villes les plus prospères de Transylvanie. Ses habitants n'étaient pas roumains, mais saxons. Il s'agissait de familles d'origine germanique. Les Saxons sont arrivés en Transylvanie au cours du XIIe siècle et s'y sont établis comme commerçants et artisans. Ils bénéficiaient de certains privilèges. Les Saxons étaient une communauté à part. Ils passaient pour des individus cupides, des gens qui n'hésitaient pas à se faire de l'argent sur le dos des populations locales. Le père de Dracula, Vlad Dracul, a passé un accord commercial avec les Saxons de Sigishoara. En échange, il pouvait vivre dans l'enceinte de la ville avec sa famille. La citadelle paraissait imprenable. Mais en 1447, Vlad Dracul est assassiné par l'un des membres d'un clan rival ayant des vues sur le trône de Valachie. Dracula fuit vers le nord. Son destin le poussera à revenir. L'un des endroits où il a séjourné est le château de Bran. De nos jours, des nuées de touristes le visitent, pensant contempler le château de Dracula tel que Bram Stoker le décrit. Ce personnage de fiction à qui l'on prête, selon les œuvres, des pouvoirs variés, aurait été tué par un pieu de bois planté dans le cœur. Le véritable Dracula se serait installé ici vers 1450, dans un premier temps pour faire de Bran la ville princière. Modernisé par la famille royale entre 1920 et 1930, son intérieur est maintenant très différent de celui de l'époque de Dracula. Grâce à des plans peu connus du château, des experts ont pu reconstituer l'aspect qu'il avait probablement il y a 500 ans. La tour qui a été détruite par une explosion puis reconstruite, c'est celle-ci? Oui, c'est cette tour. Elle avait une grande importance stratégique. C'était la tour poudrière. C'est ça, c'est la tour poudrière. D'accord, donc si on s'oriente dans ce sens-là, Dos à la tour. l'entrée d'origine se trouvait dans cette direction. Grâce à ces plans et aux techniques modernes d'animation par ordinateur, nous pouvons rouvrir les portes du château tel qu'il apparaissait au XVe siècle.
Ce n'était pas une bâtisse romantique, mais bien une imposante place forte gardant la frontière. Sa construction a été un défi majeur. La région n'était desservie que par quelques sentiers. Le simple fait d'acheminer les matériaux de construction était une tâche monumentale. Ensuite, pour ériger un édifice aussi haut, il a fallu mettre en place des échafaudages et les surélever au fur et à mesure de l'avancée des travaux. L'édification de cet ouvrage renfermait un grand nombre de difficultés techniques. Le château de Bran allait devenir pour Dracula l'un des lieux symboliques de son extrême cruauté. À l'aube de son règne de terreur, il devait asseoir sa position de souverain en mettant en branle l'un des plus grands chantiers de l'histoire de son pays. Dracula a de qui tenir. Son père, Vlad II, ancien prince de Valachie, était membre de l'ordre du Dragon, Dracul en roumain. Il transmettra son surnom à son fils. Le A dans Dracula signifie fils de Dracul. Ce mot signifie non seulement dragon en roumain, mais aussi diable. Suivant les traces de son père, le fils du diable choisit de s'installer à Târgoviște. Il y commettra les pires atrocités dès les premières heures de son règne. À son arrivée, sa propre vie est menacée à tout instant. Ce n'était pas qu'une ville princière, c'était la capitale des assassins et des crimes en tout genre. Par-dessus tout, Dracula craint d'être empoisonné. Il fait goûter tout ce qu'il avale à un serviteur. La Valachie est depuis longtemps dominée par les boïards. Le nouveau prince sait que ces derniers sont prêts à tout pour reprendre le pouvoir. Il doit prendre des mesures. Depuis des générations, les Valaques se rangeaient systématiquement dans le camp des plus forts. Pour asseoir son règne, Vlad devait éliminer les boïards. De plus, Dracula nourrit une rancœur personnelle envers cette communauté. Son père avait été assassiné par des boïards. Depuis ce jour, il guettait l'occasion d'assouvir sa soif de vengeance. Cette occasion s'est présentée. Avant de se débarrasser de ses ennemis, Vlad III a besoin de protection. On retrouve encore de nos jours des indices de l'immense chantier qu'il a lancé il y a plus de 5 siècles. Son plan était de se forger une image de souverain, de donner une impression de puissance, de contrôle. Il voulait apparaître comme un chef incontesté, le voyevode de Valachie. La construction du palais de Târgoviște a été entamée par le grand-père de Dracula. Au temps du règne de son père, des douves de 20 mètres de large ont été ajoutées. Mais Dracula va aller encore plus loin en se lançant dans un chantier pharaonique. Il reconstruit entièrement le grand hall, le nouveau couvrant une surface de 1000 mètres carrés. Quant au nouveau donjon, il offre au souverain une vue panoramique sur ses terres. Le palais est fortifié par une muraille atteignant les 1,70 m d'épaisseur. Et l'immense cellier, situé sous le grand hall, reflète l'ambition démesurée de Dracula. Cet espace immense est le cellier construit par Vlad III. Le plus frappant, ce sont ces arches en croisée d'ogive. Ces arches sont typiques de l'architecture byzantine. Pour les construire, il a d'abord fallu ériger un support en bois. Les briques étaient ensuite assemblées. Seul un maître maçon était habilité à les bâtir. Et de sa réussite dépendait sa vie. La tradition voulait qu'au moment de retirer l'échafaudage, le maître maçon reste en dessous de son arche pendant tout le processus. De cette façon, si elle devait s'écrouler sur quelqu'un, ce serait sur lui.
Bien que peu d'indices subsistent, certains pensent que ce cellier ne servait pas qu'au stockage des vivres. Dracula s'y serait livré à de nombreuses atrocités. Restauré au XIXe siècle, le donjon est probablement l'édifice le plus imposant que le prince ait ajouté au château. Construit sur un solide soubassement, il s'élève à plus de 20 mètres de haut et offre une vue stratégique imprenable. Une fois achevé, le château présentait des fortifications à toute épreuve. D'un point de vue militaire, cette forteresse est très bien conçue. Elle oppose aux assaillants plusieurs rideaux de défense successifs. Une fois la première barrière franchie, vous vous retrouvez face aux douves. Et vous aurez à traverser une vaste zone à découvert à la merci des archers. Aucune attaque n'était possible sans de très lourdes pertes du côté des assaillants. Tirgoviste étant devenu quasiment imprenable, Dracula commence sa campagne d'extermination des boyards. Sa cruauté va devenir légendaire. La seule façon pour Vlad III de se débarrasser des boyards et d'asseoir son pouvoir était de les tuer jusqu'au dernier. Le dimanche de Pâques 1457, Dracula commet l'un de ses actes les plus atroces. Il invite les boyards à un repas dans le grand hall. C'est un piège. Vlad leur demande de but en blanc combien de souverains ils ont connus en 50 ans. La plupart de ces 500 convives l'ignoraient. Les boyards eux-mêmes avaient renversé à de maintes reprises par les armes le pouvoir en Valachie. C'était exactement ce que Dracula voulait entendre. Il voulait que les boyards admettent avoir pris le contrôle de la région de façon illégitime. La légende raconte qu'il les aurait tous empalés. Le pal est un supplice des plus atroces. La façon la plus courante d'empaler un ennemi était d'introduire la partie pointue dans son abdomen ou dans son dos, de le redresser et de le laisser mourir, ce qui survenait généralement assez vite. L'autre façon consistait cette fois à graisser l'autre bout, la partie ronde, et à l'introduire dans le rectum de l'ennemi, de le redresser les jambes ballantes de chaque côté et de laisser le pal se frayer son chemin à travers ses entrailles. Cette fois, le supplicié pouvait mettre plusieurs heures, voire quelques jours, à mourir dans d'atroces souffrances. Tirgoviste est alors entouré de boyards empalés, agonisants. Mais Dracula ne les tue pas tous. À certains, il réserve un sort plus productif, mais tout aussi fatal. C'est ici, au sommet d'une montagne à la frontière de la Transylvanie, qu'il les forcera à construire la forteresse qui deviendra son véritable château. Ce lieu lui servira de sanctuaire tout au long de sa campagne de terreur. Le château de Poenari, aujourd'hui à l'état de ruine, se dresse à 500 mètres à l'aplomb de l'Argès, une rivière serpentant dans les Carpates. Cette forteresse reste encore associée à son premier occupant. Elle se trouve à un endroit hautement stratégique, à la frontière entre la Valachie et la Transylvanie. C'est aujourd'hui encore un endroit difficilement accessible. Avant de pénétrer dans le château, il faut gravir un escalier de 1480 marches. On trouve au cœur de ces ruines de remarquables indices archéologiques qui permettent de redonner vie à ce château. Il se dresse à l'endroit idéal pour un prince en mal de pouvoir absolu. En regardant vers le sud, on voit les terres de Dracula, la Valachie.
À 80 km dans cette direction, vous avez Tirgovist, sa ville princière. Mais de l'autre côté, vers le nord, vous avez une région très importante également, la Transylvanie. Dracula y a fait construire quelques forteresses dans le but de repousser les tentatives séditieuses des Saxons résidant dans cette région. La Transylvanie abrite de riches familles marchandes saxonnes dont les activités menacent la suprématie de Dracula. Il doit bâtir son château au plus vite. Il décide donc d'oublier les techniques conventionnelles et d'utiliser des esclaves. Le chantier commence autour d'une tour de guet érigée par son grand-père. Vlad III a l'intention de la transformer en forteresse imposante. Il veut que le château occupe entièrement le sommet du mont Poenari. Il existe encore des indices permettant de comprendre comment il y est parvenu. Le château de briques rouges a été construit sur un soubassement constitué de pierres grises. Cette combinaison de deux matériaux est assez inhabituelle. On aurait pu s'attendre à ce que tout le château soit construit en pierre. Les murs en briques étaient sans doute plus simples et surtout plus rapides à ériger. Ces murs, perchés sur une étroite crête, mesurent près de 3 mètres d'épaisseur. Encore une fois, Dracula s'inspire du modèle byzantin. Le style byzantin consistait à construire 2 murs en briques et à remplir l'intervalle de gravats. Grâce à cette construction en 3 couches, les murs du château étaient d'une solidité à toute épreuve. Le plus étonnant est le matériau choisi pour assembler les pierres entre elles dans une zone sujette au tremblement de terre. Un mortier à base de chaux. Voilà ce que donne la chaux sous forme de mastic. C'est une substance assez crémeuse. C'est grâce à cette propriété particulière que ces murs ont résisté aux secousses sismiques. Elle donnait à l'ensemble une certaine flexibilité qui lui permettait de ne pas rompre pendant les tremblements de terre. Le ciment standard aurait été trop rigide et n'aurait pas résisté à un tel traitement. La plupart des murs du château de Dracula, bien que frappés par de multiples secousses, sont encore debout. Ils ont été construits par des esclaves, les boyards ayant survécu au massacre de Pâques à Tirgovist. Après une marche forcée jusqu'à Poenari, ils ont dû travailler jusqu'à la mort. Si on en croit la légende, ces hommes et ces femmes travaillaient si dur que leurs vêtements tombaient en lambeaux et qu'ils finissaient nus. Mais Dracula n'a pas utilisé que des esclaves. Le château dispose d'une citerne de collecte des eaux de pluie qui ne peut avoir été réalisée que par des maîtres en la matière. La citerne est construite en pierre taillée et assemblée de façon étanche. Elles s'emboîtent les unes dans les autres, un peu comme des carreaux de plâtre. Ce type de maçonnerie devait être supervisé par un spécialiste qui savait construire une citerne. Elle devait être suffisamment bien conçue pour contenir une quantité d'eau suffisante pour subvenir aux besoins d'un tel château. Tous les matériaux nécessaires à la construction de la forteresse se trouvent dans la vallée. Du sable pour le mortier,
du gravier et de petites pierres pour remplir l'espace entre les deux murs de briques, et même la roche servant de soubassement. Même les briques sont produites sur place. Le résultat est stupéfiant. Le château, une fois achevé, occupe la totalité de la crête, soit une surface de 10 mètres par 54. Ce nid d'aigle est, pour Dracula, une citadelle imprenable permettant de contrôler tout le passage dans la vallée. Mais de l'autre côté de la frontière, en Transylvanie, les Saxons fomentent une conspiration à l'encontre du souverain. Dans le but de protéger leurs profits, ils soutiennent un autre prétendant au trône. On peut dire que cette forteresse a permis à Vlad Dracula d'asseoir son autorité vis-à-vis des Saxons de Transylvanie. Une façon pour lui d'affirmer que si les Saxons voulaient réaliser librement leurs échanges commerciaux, ils devaient se plier à ses exigences. La confrontation est inévitable. Dracula va devoir redoubler d'ingéniosité pour venir à bout de l'une des villes les mieux fortifiées d'Europe. L'heure de la vengeance a sonné. Les archives allemandes rapportent qu'en 1459, Dracula se serait lancé dans une vaste campagne de terreur. Il fait alors preuve d'une telle cruauté que son nom restera à jamais gravé en lettres de sang. Après avoir rallié ses troupes au château de Bran, il se dirige vers la Transylvanie, bien décidé à châtier les Saxons complotant contre lui. Dracula vise Brașov. Aujourd'hui, on peut encore observer les fortifications de ce qui a été la ville la plus prospère et la mieux gardée de Transylvanie. Les Saxons complotaient avec les ennemis de Dracula. Ils s'en méfiaient et ils étaient étrangers. Ça suffisait à régler définitivement leur sort. Certains indices laissent entrevoir les événements sanglants qui ont frappé la ville il y a plus de 500 ans. Brașov est à l'époque protégée par d'épaisses fortifications qui la rendent presque imprenable. Un mur d'enceinte gigantesque de plus de 4 mètres par endroit ceinture la ville, flanqué de bastions à intervalles réguliers. Ces derniers sont tenus par la guilde des tisserands. Cette partie des fortifications est restée relativement intacte. Pour bien comprendre son architecture, il faut cerner les principes de défense militaire du début du XVe siècle. Une galerie sur plusieurs étages est construite sur la face interne de la muraille. Il s'agit d'un ouvrage de menuiserie d'une qualité exceptionnelle. Les toits, qui sont couverts de neige, sont eux aussi réalisés entièrement en bois. Des ouvertures de tailles diverses sont pratiquées dans le mur d'enceinte pour permettre le tir de canons et de mousquetons. Les Saxons se croient à l'abri. Malheureusement, ils sous-estiment le machiavélisme du prince Dracula. Ce dernier a grandi chez les Saxons. Il connaît leur stratégie. Il sait qu'une attaque frontale serait vouée à l'échec. Alors il frappe par surprise. Il attaque la nuit et saccage les faubourgs avant que les habitants puissent se réfugier derrière les fortifications. Tous les prisonniers sont empalés sur les collines alentours. Les morts se comptent par milliers. La plupart des exécutions se sont déroulées sur une colline derrière ce sommet. Cette attaque inspire l'une des œuvres les plus macabres représentant Dracula, la forêt des empalés. Elle représente le prince prenant un repas parmi les cadavres.
Certains avancent qu'elle serait le premier lien entre Dracula et le vampirisme. Empaler autant de personnes a dû prendre un certain temps, ce qui explique que Dracula ait pu s'installer pour manger au milieu des corps. Mais contrairement à ce que dit la légende, je ne pense pas qu'il buvait le sang de ses victimes. Vlad n'était ni vampire ni cannibale. L'objectif de ces gravures, réalisées par les Saxons, est clair. Associer à jamais Dracula au mal absolu. Ces gravures sur bois relèvent de la propagande. Les Saxons n'hésitaient pas à payer pour les voir, tout en sachant qu'ils seraient pris de nausées. Après la chute de Brassov, Dracula se tourne vers l'Empire ottoman. Cette superpuissance musulmane s'étend alors jusqu'aux frontières de la Valachie. L'Empire ottoman lorgnait vers l'ouest. Il cherchait en Europe le prochain territoire à conquérir. Il pensait ne trouver en Valachie qu'une résistance sporadique. Rien ne devait les arrêter. Mais Dracula est déterminé à résister. Il construit de nouvelles citadelles tout le long de la frontière. Il érige des édifices stupéfiants de briques et de pierres. 5 siècles plus tard, il n'en reste à première vue plus grand-chose. Quelques vestiges tapis dans le sous-sol de Bucarest trahissent ce qui a été l'un des plus grands palais de Dracula. Un édifice à l'image de son règne glorieux, ayant sombré depuis dans l'oubli. On imagine toujours Vlad Dracula comme un guerrier sanguinaire, mais c'était également un fin stratège. Il savait que Bucarest était le point de pivot du commerce de toute la région. Vlad III sait que les Turcs menacent de prendre le contrôle des routes commerciales. Il fait construire un palais en toute hâte grâce aux plus grands spécialistes du moment. Il a fait venir des maçons de Transylvanie, ainsi qu'environ 1 millier d'ouvriers pour s'assurer que son nouveau palais voit le jour très rapidement. Les fouilles pratiquées dans ces tunnels ont révélé une construction compacte bâtie dans l'urgence. C'était plus une forteresse qu'un magnifique palais princier. Les souverains suivants y apporteront plusieurs modifications, mais les fondations du château révèlent son histoire. Regardez bien ce mur ici. Au milieu, on peut voir de la brique remontant à l'époque de Vlad III. De chaque côté, on aperçoit d'autres briques posées bien plus tard. C'est ce qui est le plus fascinant dans ce château. On retrouve assemblés des vestiges remontant au XIVe siècle, mais aussi au XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe et au XIXe siècle. Grâce aux découvertes archéologiques et à la technologie informatique, nous sommes en mesure de redonner vie à cet édifice. Il s'agit d'un véritable quartier général destiné à superviser la protection de la frontière. La Valachie est désormais entièrement sous contrôle. Mais les Ottomans, ses nouveaux ennemis, se massent à la frontière. Dracula, le tyran sanguinaire, est sur le point de devenir l'un des champions de toute la chrétienté. Ces fortifications vont être mises à rude épreuve. Sa principauté étant désormais sécurisée par de nombreuses places fortes, Dracula élabore son plan. Rééditant une de ses tactiques favorites, il reçoit dans son palais de Tirgovitch une délégation de Turcs ottomans. De l'autre côté de la frontière, une armée s'est massée et menace directement l'Europe chrétienne. Si l'on en croit la légende, les Ottomans demandent une rançon au souverain valaque. C'est une insulte. Par respect pour leur tradition, ils n'ont pas enlevé leur turban. Vlad se sent à nouveau insulté. Il leur demande la raison d'un tel comportement.
Dracula leur dit alors qu'ils garderont leur turban à jamais. Il ordonne qu'on les leur cloue sur la tête. Au cours de l'hiver 1461, la guerre éclate entre les deux camps. Dracula envoie ses troupes frapper derrière les lignes ennemies avec une vélocité et une violence inouïes. Tous ceux qui se dressent sur leur chemin sont passés par les armes. Vlad III ne pouvait pas rester à distance des batailles. Il se devait d'y participer pour que sa souveraineté soit reconnue. Il retourne à l'abri des fortifications de Tergoviste, où il écrira en 1462 un message de demande de soutien aux États chrétiens, voisins et alliés. Afin d'illustrer son succès militaire, il y joint 23 884 nez tranchés à vif sur les visages des ennemis. Le sultan Mehmet, lui-même guerrier féroce, se prépare à l'affrontement. Il réunit une armée qui surpasse de 2/3 celle de Dracula. Malgré les solides fortifications de Tirgoviste, Vlad sait qu'il ne peut pas se laisser assiéger. Les deux seules façons de faire tomber une place forte étaient soit l'envoi d'un espion qui ouvrirait les portes de l'intérieur, soit le siège pour affamer l'ennemi. Les vivres stockés dans l'enceinte du château permettaient de résister à un siège de quelques semaines, mais certainement pas à un blocus de 3 ans. Vlad doit changer de tactique et passer à l'attaque. Mehmet était un précurseur de la guerre psychologique. Mais face à Dracula, il a trouvé son maître. Vlad utilise des techniques de guérilla sanglantes. Il se cache dans la forêt et surgit avec ses troupes pour livrer une bataille éclair avant de disparaître. Il restait toujours en mouvement, tel un grand requin blanc. L'armée turque progresse, mais Dracula se lance dans une campagne de déstabilisation. Il attaque la nuit, empoisonne les vivres, brûle les cultures et va même jusqu'à infiltrer les rangs ennemis par des hommes atteints de maladies contagieuses. La guerre psychologique menée par le prince Valak atteint son apogée au pied des murailles de Tirgoviste. Il abandonne son palais à l'ennemi, mais quand les Turcs y pénètrent, ils se retrouvent en plein cauchemar. Ce jour-là, Mehmet donnera à Dracula un surnom qui restera gravé dans l'histoire. Kazikli Bey, le souverain empaleur. Mehmet himself, who was Mehmet lui-même, qui n'était pas un enfant de cœur, a préféré fuir. turns away. The sight of 20 La vue de ces 20 000 cadavres empalés bowels spilled out à divers stades de décomposition, was enough cela a suffi à semer la débandade fit parmi les troupes ottomanes. like Mehmet II and send him running. Traumatisé, le sultan bat en retraite et laisse à ses subordonnés le soin d'affronter Dracula. Et cette fois, le prince est acculé. Il doit se retirer dans son nid d'aigle de Poenari, le château de Dracula. La configuration des lieux rend impossible toute attaque frontale. Mais les soldats turcs, à leur tour, se livrent à des incursions violentes. Prise de panique à l'idée d'être torturée à mort, la femme de Dracula elle-même se jette dans la rivière serpentant 500 mètres plus bas. Ce drame porte un coup terrible à Dracula. Mais il n'abandonne pas. Il ne se laissera pas prendre par l'ennemi. À quelques kilomètres du château, dans le village de Poenari, les archéologues ont découvert des indices de la fuite de Dracula.
Stimați oaspeți, cu permisiunea dumneavoastră, crede că tu ești... Ces villageois étaient très fiers d'avoir écrit une page de l'histoire et aidé à mettre les Turcs en échec. Ils imaginent un plan judicieux destiné à leurrer l'ennemi en lui faisant suivre une fausse piste. Ils ferrent leurs chevaux à l'envers et organisent la fuite de Dracula à la tombée de la nuit. En découvrant les empreintes, les Turcs pensent que des cavaliers sont entrés au château alors que Dracula vient de le quitter. Vlad s'exile alors en Transylvanie. 10 ans plus tard, il revient réclamer son trône. Il est de retour dans son palais de Bucarest et se prépare à repousser férocement l'invasion ottomane. Mais il n'y parviendra pas. C'est la fin de son règne. La mort de Dracula reste un mystère. Si on en croit la légende, il aurait été tué au combat, mais on ignore tout des circonstances de son décès. Personnellement, je pense qu'il a été assassiné. Toujours selon la légende, Dracula aurait été inhumé ici, dans le monastère de l'île de Snagov. Autrefois entouré d'épaisses murailles, il a ensuite servi de prison. On y enfermait les traîtres et on dit que l'île était couverte d'ossements humains. De nos jours, il est devenu un véritable lieu de pèlerinage pour les fans de Dracula. Il reposerait dans une tombe sous l'autel, sans sa tête, expédiée au sultan turc afin de lui prouver la mort du tyran. Les historiens ont longtemps été persuadés que la dépouille de Vlad se trouvait à Snagov, mais sa tombe ne contient que des ossements de chevaux. L'exhumation du tombeau de Dracula a prouvé qu'il ne reposait pas ici. Personne ne sait où il a été inhumé. Malgré sa cruauté, Dracula restera l'un des héros de l'histoire roumaine. C'est en quelque sorte un chevalier blanc. C'est comme ça que les Roumains le voient. Il s'est battu pour la liberté, c'est un patriote, un homme du peuple. Vlad Tepes était le dernier grand bâtisseur de Valachie. Peu après sa mort, les Turcs ont pris le contrôle de la région et interdit la construction de toute fortification. Les châteaux de Dracula sont les témoins d'une liberté perdue. Le palais de Târgoviște, qu'il a reconstruit entièrement. Le château de Bucarest. Et l'inaccessible nid d'aigle de Poenari, considéré comme le vrai château de Dracula. Chacun a laissé une marque indélébile, un témoignage du règne de Dracula dans les livres d'histoire, mais aussi dans la mémoire de tout un peuple.